Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme en 40, ça va impeccable. Aujourd'hui, on va voir un appareil. Alors, merci Vincent, c'est lui qui me l'a envoyé. Je vais vous faire voir ce que c'est. C'est un vidéoprojecteur. Donc, merci Vincent. Je prends ma petite feuille, là, mon anti-sèche. Donc, le vidéoprojecteur, c'est un Optoma, ça c'est la marque. Et le modèle, c'est N1839. Donc son problème, c'est qu'apparemment, il marche pas tout le temps comme il faut. Donc on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose. C'est pas dit. Et on va surtout voir comment c'est conçu à l'intérieur. Parce que c'est vrai que il y a toutes sortes de technologies. Donc on va voir comment c'est fait. Alors c'est un gros bestiau quand même, hein. Pour l'ouvrir, vous voyez, il y a des trous là. C'est des vis. Donc on va essayer déjà de le dévisser. J'ai été prendre un tournevis un peu de, on va dire un tournevis de bourrin, hein. Vous voyez la longueur du machin. Donc j'espère que c'est du cruciforme, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est du cruciforme. Donc ça se démonte très bien. Je fais toutes les vis et je reviens avec vous juste après. Voilà, juste avant d'ouvrir, je vous fais voir l'étiquette qui est en dessous. Et vous voyez qu'il y a une consommation quand même de 5,1 ampères. Donc ça commence à faire, hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup de consommation, mais bon. Peut-être que ça consomme vraiment moins, je sais pas trop. Donc c'est une entreprise, hein, qui est basée apparemment aux États-Unis. Et par contre qui fait fabriquer en Chine. Où c'est que j'ai vu ça, ouais. Oui. Made in China. Donc le modèle c'est un CN1839, hein. Voilà, j'ai enlevé les pieds qui étaient en dessous. Il y en a 3 comme ça à enlever. C'est des très longues vis. Je ne sais pas s'il fallait les enlever, mais dans le doute, je les ai enlevés. Maintenant, il va falloir qu'on enlève le couvercle du dessus. Et vous voyez, il y a des clips. Donc il y en a un là. J'en ai pas revu ici. Mais je suppose que s'il y en a un là, c'est qu'il y en a un de l'autre côté de l'appareil. Donc je vais aller chercher un tout petit tournevis pour appuyer dessus, pour pouvoir faire levier et enlever le capot du dessus. Pour l'ouvrir, vous voyez, il y avait une petite étiquette qui fait office de garantie. Donc si vous la percez pour ouvrir l'appareil, vous êtes obligé, parce qu'il y a une vis ici au milieu, eh bien vous perdez la garantie. Si vous souhaitez changer la lampe, il y a le couvercle qui est ici. Et vous avez une vis ici avec une étiquette de garantie. Donc je viens d'enlever la vis. Vous le tirez vers vous. Voyez. Hop. Et ensuite vous pouvez le lever et accéder à la lampe qui est dedans. Bon, je le referme. Hop. Comme le capot est enlevé, ça s'en va. Je vais remettre la vis pour éviter de la perdre, bien entendu. Hop. Voilà, les resserrer un petit peu. On resserrera tout ça après. Donc on enlève le capot du dessus. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit dedans? Bon, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a la lampe ici. Ça, c'est la sortie avec le focus, avec les réglages. Ici, on a 3 ventilateurs pour venir refroidir l'appareil et surtout pour la lampe, hein, pour éviter qu'elle chauffe de trop. Et vous avez ici, vous voyez, c'est un petit contacteur. Donc, pour qu'il soit enfoncé et que l'appareil se mette en route, il faut que le capot d'accès à la lampe soit remis comme il faut, comme dans l'autre cas ici. Vous avez la petite languette, alors je pose le capot, vous avez la petite languette ici qui vient appuyer dessus, sur le switch ici. Paf, et là ça met l'appareil en route. Si le capot n'est pas remis, eh bien il est ouvert, c'est comme un interrupteur, et du coup l'appareil ne va pas démarrer. Donc ce serait un peu embêtant. Il faudra sûrement le shunter si on veut mettre l'appareil en route. Bon, attention, quand je dis shunter, je parle pour moi, pour cette vidéo-là. Vous, évitez de le faire. Sauf si vous avez un souci d'alimentation ou autre, qu'il faut prendre des mesures de tension. Vous pouvez le faire, mais faites très attention parce que ça reste, il reste dedans une tension et un fort courant quand même. Donc ne venez pas vous faire péter l'appareil à la tête par exemple. Ça peut péter au niveau électronique.
Ou vous pouvez également vous prendre une décharge électrique, hein. Donc ça, faites très attention quand même à ce que vous faites, hein. Si vous ne sentez pas la chose, que vous avez peur de vous prendre un coup de jus ou de peur de faire une mauvaise manip en faisant une mesure ou quoi que ce soit dans l'appareil, surtout ne l'ouvrez pas. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc maintenant, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va enlever la tôle du dessus, là. Cette tôle-là, parce qu'elle nous embête, on voit rien à l'intérieur. Bon, alors voici la carte principale. Où que vous voyez qu'il y a des selfs, là, ça c'est alimentation. Bon, il y a différents circuits intégrés, hein, que vous voyez pour gérer tout ce qui est HDMI, tout ce qui est... là, vous avez encore régulateur de tension. Donc, vous voyez, tous ces petits régulateurs-là, ça peut poser problème. Il en suffit d'un qui soit HS pour qu'il y ait une tension qui soit pas bonne et que la carte mère ne fonctionne pas et puis que le vidéoprojecteur ne se mette pas en route. Alors, pour enlever la carte vidéo, vous voyez ici, il y a plein de petits vis avec une tête hexagone là. Donc ça, il faut les enlever sur tous les supports. Et il faut enlever les vis qui tiennent les borniers RCA et les vis qui tiennent les ports HDMI. Ensuite, maintenant, pour accéder à l'alimentation qui est en dessous, il faut qu'on enlève cette grande tôle. Enfin, à mon avis, c'est sur plusieurs ou une, je ne sais pas encore. Mais il faut que je continue à enlever les vis pour pouvoir enlever ça. Alors, sous la tôle, là, ici, vous avez une alimentation. Ça, c'est ce qui alimente la lampe que vous avez ici. Donc, vous avez le gros connecteur blanc, là, qu'il faut enlever, qui est de ce côté-là, avec le condensateur gris, là. Et de l'autre côté, vous avez un autre connecteur à enlever. C'est celui-ci. Nous, on va s'intéresser dans la première partie à l'alimentation qui est là. Donc, j'enlève la carte et on va voir un peu l'alimentation. Et dans une deuxième partie, une prochaine vidéo, on verra ici l'alimentation pour la lampe. Et peut-être, je dis bien peut-être, on verra peut-être la carte principale, la carte mère de l'appareil. Je ne sais pas encore, mais on verra. Donc déjà, on a 2 vidéos sûres à faire déjà sur ce vidéoprojecteur. Donc je continue, je démonte la carte là, pour y avoir accès. La carte d'alimentation. Et je vous dis à tout de suite. Donc voici la carte d'alimentation. Ici, on a le connecteur avec une tension qui repart sur l'alimentation qui gère la lampe. Donc on va savoir tout de suite, on regarde comment c'est placé ça. On va être entre 310 et 320 volts quoi. Ici. On est pris sur le condensateur, le gros que vous avez ici. Donc tout ça, c'est du filtrage. Tout ce que vous voyez là. Donc en filtrage, on a condensateur ici. En classe x2. Alors classe x2, c'est quoi? C'est en fait, si le condensateur devient HS, il ne va pas se mettre à brûler en court-circuit. On dit qu'ils sont auto-cicatrisants. Donc bien sûr, il sera mort, mais il ne va pas empêcher le fonctionnement de tout le reste et il ne va pas cramer. Enfin, il va pas cramer. C'est pas le mot que je voulais dire, mais il va pas se mettre à percer ou à gonfler ou quoi que ce soit ou à craquer. Ici, vous avez aussi du condensateur, vous voyez, de couleur bleue, c'est du céramique. Ici, vous avez une thermistance. Dans celle-ci, ça arrive très souvent qu'elle claque, c'est la thermistance que vous avez ici. Donc, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà, vous allez mieux voir. Est-ce qu'on peut voir la référence? C'est du SCK 2R58. Donc, si vous la testez en ohms, prenez le plus petit calibre. Moi, sur mon multimètre, c'est 200 ohms, le plus petit calibre. Et vous allez obtenir aux alentours entre 10 et, on va dire, 2 ohms, quoi, à peu près. Donc, c'est qu'elle est bonne. Si jamais vous avez l'infini, c'est qu'elle est HS. Donc, celle-là, pensez à bien la vérifier.
Vous avez encore une thermistance ici, vous voyez? Il y en a une là. Donc celle-là, pareil. Ça, c'est une varistance, en fait. Oula, je mets mon doigt, on voit rien. Alors, à quoi sert ce petit composant-là? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez avoir une surtension, par exemple, il va se mettre en court-circuit et il va péter le fusible. Donc, si le fusible pète, on va protéger tout le reste de l'alimentation, logiquement. Donc, ça peut servir en cas de surtension du réseau EDF. Donc, au lieu du 220, on va se retrouver, je sais pas, moi, on va avoir du 300 volts qui arrive dedans. Bon, lui, il va faire son rôle, il va protéger. Ce petit composant-là, encore, la varistance, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Chez mon frère, le différentiel 30 milli sautait à chaque fois. Donc, bon, lui, il savait pas, il croyait que c'était le 30 milli qu'il fallait changer. Et en fin de compte, j'ai abaissé tous les disjoncteurs. J'ai remis le 30 milli en route, quoi. Enfin, j'ai remonté le petit clapet, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, plus rien de disjoncté. J'ai mis chaque disjoncteur un par un pour trouver lequel qui était HS. Ensuite, on a trouvé que c'était dans la salle que ça sautait, au niveau des prises électriques. On a regardé ce qui était branché dessus. Et en fait de compte, il y avait une prise multiple qui était en courjus entre la phase et la terre. Donc la terre, c'est le fil jaune et vert. Et en fin de compte, c'était tout simplement ce que la varistance avait pété. Et du coup, il y avait un court-circuit. Et ça faisait sauter le disjoncteur. Et ça protège toute l'installation électrique, en fait. Là, dans notre cas, c'est pareil, ça protège l'alimentation. Vous avez le fusible qui est ici, là, qui est enveloppé dans de la gaine thermo-rétractable. Alors, je suis curieux de voir c'est un combien d'ampères, par contre. Ah, c'est un fusible de 10 ampères, d'accord. En temporisé. Si vous le changez, vous voyez, il y a un petit T avant le 10 ampères. C'est tout simplement pour dire que c'est un fusible temporisé et pas un rapide. Si vous mettez à rapide, il se peut que lorsque vous vous mettez sous tension, le fusible pète tout de suite. C'est tout simplement parce que le rapide, lui, dès qu'on atteint 10 ampères, enfin 11 on va dire, eh ben, il pète. Si vous mettez un temporisé, pendant quelques microsecondes, on va pouvoir monter à par exemple 14 ampères, alors que c'est un fusible de 10, mais ça dure pas longtemps. Si c'est un court-circuit, le fusible, de toute façon, il va sauter. Que vous mettiez un temporisé ou un rapide, il saute. Essayez toujours d'en mettre la même valeur. Là, si c'est un 10 ampères, n'allez pas mettre un 16. Même si vous avez que ça en stock, c'est une question de sécurité. Donc, vaut mieux remettre le même modèle de fusible aussi. Et la même intensité. Donc, c'est du 220 volts, un 250 volts. Ouais. Ici, vous avez du cuivre. Là, vous avez encore des bobinages. Donc, tout ça, ça sert, en fait, une alimentation. Il faut se dire que ça crée certaines fréquences, on va dire. Et si on n'a pas de filtrage comme là, eh ben, on va retrouver ça sur d'autres appareils, en fait, sur tout le réseau du 220. Et EDF n'aime pas trop ce genre de parasite qu'on peut retrouver sur le 220. Du coup, on filtre. Et dans certains appareils bas de gamme, je pense par exemple aux alimentations d'ordinateurs, de PC, celles à pas cher, toutes celles qu'on achète à 300 watts ou 500 ou moins même encore, et bien souvent il manque soit un petit condensateur, donc c'est mieux de le mettre, genre 100 nanofarad ou 220 nanofarad en général, et remettre des doubles self. En fait, vous avez le neutre qui est filtré et vous avez également la phase. Sur le même noyau. Ce qui est vert, c'est un noyau de ferrite. Et autour, on a entouré du cuivre avec un certain nombre de tours. Un tour de cuivre, on appelle ça une spire. Donc, suivant la valeur de notre self ici, on va mettre un différent nombre de spires. On va faire différents enroulements. Une fois qu'on a tout filtré, qu'on a bien protégé avec varistance, thermistance, fusible, etc., on va passer par un pont de diode ici. Donc c'est un J comme Géraldine, B comme Béatrice. Oh, c'est des vieux prénoms que j'utilise. Désolé pour eux. Un J comme Julien. Et ensuite 1506.
Donc, si vous voulez remplacer ce pont de diode, vous pouvez très bien mettre du 15,08 ou alors du 15,10. C'est encore mieux. Le 15,10, on va être à 1000 volts que le pont de diode peut encaisser. Donc, il les aura pas, hein, parce que l'alimentation, c'est à peu près 310, 320 volts, suivant combien vous avez sur la prise 220, ça dépendra. Donc, lui, à quoi il sert, le pont de diode? À redresser la tension. J'en ai souvent parlé, alors je vous fais voir vite fait sur une feuille. Hein. Alors, le 220, on va se retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Je vais montrer. Ça va être le temps. Ici, je suis à 0 volts. Ici, on va dire que je suis à... en Angleterre ou aux États-Unis, c'est 110 volts, par exemple. Chez nous, ça va être du 220. Donc, ça, c'est la tension secteur. Ensuite, je refais mon petit schéma là. Hop. Donc, nous, dans notre cas, on va vouloir non pas avoir une tension négative, une tension positive. On veut qu'une seule tension positive. Donc, on va avoir ça, en fait. Ensuite, on va avoir le tout gros condensateur, le marron, là, que vous voyez. C'est flou, vous voyez, j'arrive pas à faire... Donc, en fait, grâce au condensateur, on va lisser cette tension. On va plus avoir quelque chose de rectangulaire comme ça. On va lisser la tension. Donc là, on a 0 volts ici, à cet endroit-là. Ici, on va être à, on va dire, 320 volts, pour faire plaisir à beaucoup de personnes. Il y en a qui disent 317. Bon, ça dépend de la tension secteur. Et ici, c'est le temps. Parce que suivant le temps, on va avoir une fréquence différente sur le 220. Ici, alors je l'ai mal fait, hein, mais ici je vais avoir une vague comme ça, et là je vais remonter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on obtient sur un oscilloscope. Alors après, je vous dis ça, sur l'oscilloscope, utilisez un transformateur d'isolement pour isoler la partie 220 avec la partie d'alimentation de votre oscillo. Puisque si vous branchez votre oscilloscope sur le 220 volts et qu'avec votre sonde, ça va faire marrer certains, ça. Si vous venez avec votre sonde sur le 220, vous allez le cramer, l'oscilloscope. Vous allez faire sauter le fusible ou alors le disjoncteur, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Et vous pouvez faire de sacrés dégâts. Donc, ne faites pas ça n'importe comment. Il faut un transformateur d'isolement. Donc là, je vais avoir 320 volts sur le gros condensateur ici. Ici. Donc là et là. Donc on regarde. Là, j'ai le moins. Donc ça, c'est le GND primaire. Ne pas confondre avec le GND qu'on retrouve ici pour l'alimentation secondaire. Sur beaucoup d'appareils, lorsque je demande ou que Jean-Philippe demande de prendre une tension sur le primaire, certaines personnes prennent leur GND sur le GND secondaire. Et du coup, la tension, c'est pas ce qu'on demande en tension. On n'obtient pas le résultat que l'on souhaite. Avec le multimètre, hein, là je parle. Je suis plus avec l'oscillo. Donc, le moins ici, fil noir, fil rouge ici, du multimètre. Le fil noir du multimètre, c'est le COM. Pour ceux qui sont pas très habiles pour prendre des tensions, qui ont peur de déraper, tout ça, c'est vrai que là, ici, on peut déraper facilement sur les transistors qu'on a ici. Alors, ce que je conseille de faire, moi, je le fais des fois, ça m'arrive. Vous soudez un petit fil, par exemple, ici. Vous voyez, c'est bien isolé. C'est une partie où que vous n'allez pas toucher d'autres composants. Donc, vous pouvez souder un fil ici, un petit fil. Vous le reliez à la pointe noire du multimètre. Comme ça, ça vous laisse les deux mains libres et vous pouvez faire votre mesure comme vous voulez. Je vois qu'ici, il y a encore un pont de diode, vous voyez, le BD2. Donc lui, il arrive sur le condensateur ici, le 22 micro 450 volts.
Donc ça, c'est pareil. Je vais faire une mesure avec le multimètre en mode test bip ou pour faire plaisir à certaines personnes, en mode test continuité, vu que c'est les mots qu'il faut utiliser. Moi, je dis mode bip. Ça peut déplaire à certaines personnes, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de voir si le GND ici, du petit condensateur de 22 micros, pour voir s'il est relié avec le GND du gros condensateur ici. Donc ça se fait hors tension, donc la carte débranchée du secteur 220, et avec les condensateurs déchargés. Ne venez pas faire ce test de continuité avec des condensateurs qui sont chargés. Là, vous allez flinguer le multimètre. Donc je viens de vérifier, donc le moins du petit condensateur ici, 22 microfarads, n'est pas relié avec le moins du gros condensateur. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, puisque ça veut dire que si on fait des mesures, il ne faut pas se tromper de GND primaire. Si je veux mesurer par exemple quelque chose pour cette alimentation-là, je vais devoir utiliser le moins du condensateur de cette alimentation-là, avec le moins de ce condo. Si je veux tester par contre quelque chose ici, dans cette alimentation-là, je vais devoir utiliser le moins de ce condensateur ici, du gros. Je ne peux pas utiliser le moins du 22 micros pour tester ici avec le plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Donc ensuite, on a des MOSFET. Hein. Ici, vous avez une grosse diode, la F20L 60U. Donc, je crois que c'est du 20 ampères en 600 volts hein, qu'elle peut tenir, cette diode-là. Ici, vous avez un 11 N80C3, donc c'est classique, hein, c'est du STP 11. Ici, vous avez un LN384PN. Alors, je sais que cette référence-là, on la retrouve sur des cartes de machine à laver et que cette pièce-là a tendance à déconner. Et je ne dis pas que c'est la même chose dans notre cas, mais c'est la petite alimentation ici qui est gérée par ce circuit-là. Donc c'est possible que ce soit ça, l'alimentation de veille. Ici, vous avez un dressement ensuite avec une grosse diode. Un lissage encore pour avoir une tension bien continue. Filtrage avec self. Cette self-là. Et ensuite, on arrive sur le gros connecteur qui repart à la carte mère. Et c'est la tension stand-by. La tension de veille. Et ça, c'est la tension... là où les tensions, je pense qu'il n'y en a qu'une, mais... qui va alimenter tout le reste de l'appareil lorsqu'on aura mis l'appareil en fonctionnement, quoi, en appuyant sur on sur les touches qu'on a devant sur le panneau. Donc ici vous avez un petit transformateur, ça va être une toute petite alim, et là vous avez la puissance ici sur ce gros transfo avec des doubles diodes. Vous voyez, elles sont fixées ici. Normalement, il y a 3 pattes. Ouais, il y a 3 pattes. Donc, vous voyez comment c'est branché. Je vais vous le faire sur une feuille. En fait, vous avez une diode qui est comme ça, une autre diode qui est comme ça. Hop, vous avez une autre diode qui est comme ça, une autre diode qui est comme ça. Donc, en fait, on a ça. Voilà, ça, c'est relié. Donc, une double diode, c'est 2 diodes dans un même boîtier. Pin 1, pin 2, pin 3. Pareil pour l'autre double diode, pin 1, pin 2, pin 3. Ça, ici, je vais avoir mon transformateur. Hop, hop. Ensuite, ici, je vais avoir mon condensateur de lissage. Dans notre cas, il y en a 3. Donc là, je vais mettre x3. Ce sont des 1000 micros 25 volts. 1000 micros.
Ensuite, cette tension, elle passe par une self, c'est du filtrage tout simplement. Donc on a une partie de cette tension qui arrive sur une résistance de shunt. Donc là je sors, c'est une résistance de très faible valeur. Donc ça, elle peut péter s'il y a un court-circuit sur la carte mère. Hop là, est-ce qu'on arrive à bien la voir? C'est cette résistance de shunt là, la RS4. Et vous avez une autre résistance de shunt ici. Et vous avez une self. Donc vous avez la self. Vous avez une autre sortie sur le gros connecteur. Donc ici et ici, vous aurez la même tension. Hein, puisque avec la résistance de shunt, je n'ai pas de chute de tension. C'est exactement pareil. Puisque la résistance de shunt, c'est une valeur très très faible. Donc voilà un peu comment c'est conçu cette grosse alimentation de puissance. Ensuite, on passe, alors, je vous fais voir. Ensuite, cette tension d'alimentation, on en prélève une partie qui passe par, là ici, dans notre cas, c'est un transistor et un TL431 qu'on retrouve dans pratiquement toutes les alimentations. Donc c'est une diode qui est programmable, une diode Zener. Suivant la tension qu'on va avoir ici, on va venir fournir une information sur les optocoupleurs. Les optocoupleurs, eux, vont refournir de l'autre côté un signal, enfin une tension qui va être gérée par les circuits d'alimentation qu'on a ici, les différents circuits. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'une alimentation. On va demander au circuit soit d'envoyer plus de sauce pour avoir la bonne tension ici en sortie. Si on est trop haut, ça se passe en microsecondes, on n'a pas le temps de le voir. Si c'est trop haut, eh bien, je vais lui dire... Oh là, j'ai du mal à le dire, ça. Je vais lui dire que j'ai trop de sauce, qu'il faut envoyer moins. Donc là, je vais envoyer moins. La tension va être bonne, impeccable. Si jamais je suis trop haut, encore, eh ben, je vais lui dire, allez, envoie moins. Si je suis trop bas, et envoie moins, envoie un peu plus. Et ainsi de suite. Donc, c'est des mots très simples que j'utilise. Mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Puisque la majeure partie des internautes qui regardent ces vidéos, en général, ne connaissent pas vraiment trop l'électronique. Donc c'est utile aussi d'utiliser des mots très simples que tout le monde peut comprendre. Donc ça, c'est une self. Hein. Donc je vous refais voir. On a des MOSFET qui sont fixés sur le dissipateur. Donc vous voyez ici, il y a une couleur à moitié rose. Ce sont des petits isolants que l'on met pour que la pâte du milieu ici ne soit pas en contact avec la pâte du milieu ici. Vous voyez, il y a deux isolants. Et pour pas que ce soit relié ici. Puisque si on relie les deux, eh bien on crée un court-circuit et là on fait tout péter. Là ici, pas de souci parce qu'on a des boîtiers qui sont isolés. C'est du plastique tout autour. Et là ici, vous voyez que c'est des modèles qui ne sont pas isolés. Il y a une partie métallique qui est reliée à la pâte du milieu et du coup, il ne faut pas que ça se touche. C'est pour ça que dans des amplis voitures ou des amplis sono, hi-fi, etc., vous voyez des petits isolants. C'est pour pas que la pâte du milieu puisse se toucher. Alors là, vous voyez, il y a un petit condensateur ici où c'est écrit Tecon. Hein, c'est pas un gros mot, c'est juste la marque du condensateur. Eh bien, celui-là, il va servir, on va dire, un peu au démarrage. Et s'il est HS, eh bien, l'alimentation ne va pas démarrer. Ou alors va très mal fonctionner. Puisque ce petit condensateur ici, une fois que j'envoie une impulsion dans mon transfo, je vais avoir un autre petit secondaire, mais qui est partie primaire. C'est pas facile à comprendre, mais ce petit secondaire, il ne touche pas le bobinage principal du primaire. C'est un petit secondaire qu'on a mis de ce côté-là, du même côté que le primaire. Et du coup, on récupère cette tension, on la redresse avec une diode,
de redressement. Et ensuite, on vient la lisser avec un petit condo ici. Donc celui-là, s'il est mort, bien sûr, l'alimentation ne va pas fonctionner. Les MOSFET qu'on voit ici, que l'on voit également là, c'est pour le gros transformateur de puissance. Vous voyez, ici, pareil, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, c'est un condensateur. Et ils ont mis de la gaine thermo-rétractable dessus. Alors, pour en revenir à notre panne, pour l'instant, sur cette carte, je n'ai pris aucune mesure, hein, aucune tension, rien du tout. Mais ce que j'ai regardé et ce que j'ai vu, c'est que déjà, il n'y a aucun condensateur qui est bombé sur le dessus. J'ai regardé le petit qui est dans la gaine rétractable, pareil. Il n'y en a aucun qui m'a l'air gonflé sur le dessus. Bon, après, c'est pas parce que le condensateur n'est pas gonflé qu'il est bon. Des fois, il peut couler, perdre sa jupe. Des fois, il peut être avoir perdu de sa valeur et on ne le voit pas sur le dessus. On voit pas que c'est gonflé. C'est pas à chaque fois. Donc, mais bon, là, ce que j'en ai vu avec les soudures également, j'ai regardé un peu tout. Eh bien, je ne sais pas à l'heure actuelle si la panne vient de cette alimentation-là. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Donc cette carte, bien sûr, on va la remonter dans le vidéoprojecteur. Et la semaine prochaine, on verra l'autre carte d'alimentation. C'est peut-être l'autre carte, on ne sait pas pour l'instant. Qui peut-être elle est défectueuse, peut-être elle est bonne, mais on verra l'autre carte qui alimente la lampe. Parce qu'il nous faut une ampoule qui envoie une très forte lumière, en fait. C'est comme ça fonctionne un vidéoprojecteur. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de cette alimentation-là. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails avec la référence des circuits intégrés qui contrôlent l'alimentation, en fait, à découpage. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que pendant la partie primaire, c'est un petit récapitulatif, j'ai du mal à le dire celui-là aussi. Donc, c'est qu'on a deux alimentations primaires et deux alimentations secondaires différentes. C'est comme ça, c'est conçu de cette sorte. Je vous refais voir un peu de tout vite fait. Voilà, belle carte. Le modèle, c'est du CT513. Je n'ai aucune idée de la valeur de cette carte d'alimentation. Je peux aller voir sur AliExpress si vous voulez. Oui, je vais aller voir tout de suite et je vous redis si j'ai trouvé un prix. Voilà, je ne l'ai pas trouvé sur AliExpress. Je l'ai trouvé sur eBay à peu près à 50 $. Donc après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup de réparer la carte si jamais elle est HS. Si c'est des condensateurs gonflés, ça vaut toujours le coup de réparer. Même si c'est des petits MOSFET ici, enfin des petits MOSFET, des MOSFET classiques, transistors MOSFET, ça vaut, moi je les change. Hein. Les thermistors, pareil. Bon, tous les composants qui sont là, on peut les trouver, sauf les les transformateurs. C'est assez rare, hein, mais bon, ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit HS. C'est assez rare quand même. Bon, après, c'est pareil, s'il y a du CMS de claqué, c'est peut-être pas évident de trouver la valeur. Je crois pas qu'il y ait de schéma de disponible pour cette alimentation-là. Donc c'est vrai que s'il y a du CMS de claqué, ça peut être utile de racheter directement la carte. Je pense. Donc on a ici un interrupteur, vous voyez, que je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il revient sur ce connecteur ici. Lorsqu'il est ouvert comme ça, je n'ai aucune tension qui arrive sur le pont de diode. Donc pas de redressement. Ensuite, pas de lissage forcément, vu qu'il n'y a aucune tension. Donc c'est un interrupteur. Et vous avez ici encore un autre interrupteur. Sauf que là, ça va être un interrupteur thermique. Comme pour un fusible en fait. C'est comme un fil. Il est relié ici. Et il est fixé ici sur le dissipateur, vous voyez.
Donc, si la lampe est trop chaude, eh bien, le capteur, le fusible va se couper. Donc, c'est comme un interrupteur. Je vous fais voir là sur mon petit carton, là. Hop. Ça, l'interrupteur est ouvert. Donc là, c'est notre cas ici. Lorsque j'appuie, mon interrupteur, il se ferme et fait contact. Dans notre cas du fusible, c'est exactement pareil. Lorsque la lampe est trop chaude, au lieu d'être fermé, eh ben, il va s'ouvrir. Et là, je n'ai plus aucune tension qui vient alimenter mon pont de diode à nouveau. Donc, ce sont des protections. Ça peut arriver souvent avec ce capteur-là. Si la lampe devient défectueuse, par exemple, il est possible qu'elle chauffe de trop, qu'elle soit mal mise. Donc, si elle chauffe de trop, elle va ouvrir le capteur. Le capteur peut être défectueux, ça peut nous créer notre problème que l'on a avec le vidéoprojecteur. C'est une des pannes qu'on peut avoir. C'est pour ça que je tenais à en parler quand même. Donc ensuite, vous voyez ici, vous avez encore une carte qui vient s'afficher sur la carte principale. Donc là, ça va être en fait, je vais envoyer le rouge, le vert et le bleu pour afficher une image en fait. En gros, je vais dire en gros parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est un peu pareil. Sur les vieux téléviseurs tubes cathodiques, on avait du rouge, du vert et du bleu qui partaient sur le tube et on envoyait une image à l'écran. Là, c'est un peu pareil. On envoie du rouge, du vert et du bleu. Souvent, ce sont des LED de puissance. Et on éclaire le rouge, le vert et le bleu pour faire une image. Bon, alors, on a vu plein de choses dans cette vidéo. On a vu qu'il y avait une lampe de puissance. On a vu vite fait la carte mère. On a vu vite fait un peu comment c'est monté dedans. Je n'ai pas tout expliqué, toutes les vis qu'il faut enlever, tout ça, parce qu'il y en a trop. Hein, donc, Et par contre, on a vu l'alimentation. On a vu un peu tout ce qui était, en gros, général à l'alimentation. Je ne parle pas français, là. On a vu en gros comment fonctionne l'alimentation et les différents éléments qui la composent. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le pouce, toujours vers le haut. Voilà, on voit rien. Vers le haut. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, plus il y aura de pouces, plus la vidéo sera diffusée, hein, comme d'habitude. En regardant différentes vidéos sur YouTube, je vois aussi qu'il y en a qui disent partagez la vidéo. Donc, si la vidéo vous plaît, partagez-la un maximum. Hein, comme ça, elle sera vue par beaucoup de personnes. Plus elle sera vue, plus ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Moi, si je fais des vidéos, c'est surtout dans le but d'aider les personnes qui ont un souci. Il y a le forum d'électronique aussi également, Triac à faire. Hein, donc s'il n'y a pas le lien dans la description sous les vidéos que je fais, tapez Triac à faire, comme ça se prononce, tout attaché, Triac à faire. Et ensuite, vous allez avoir le lien directement pour aller sur le forum. Donc c'est un forum qui est gratuit. Je déconseille de payer, puisque c'est un forum qui est géré par XWatt. Il y a beaucoup de pubs dessus, c'est ce que je regrette. Et en fait, ils demandent à chaque fois que l'on paye pour pouvoir ne plus avoir de pubs. Voilà. Je suis un peu embêté parce que moi, si je fais un forum, si j'aide les personnes, c'est dans un but non lucratif. C'est vraiment pour que le forum soit gratuit. Donc, bon, s'il y a des pubs, je pense pas que ça dérange beaucoup de monde. Peut-être que si, ça peut déranger, c'est vrai, mais pour ma part, je préfère laisser les pubs et pas payer parce que je trouve que payer, c'est pas le but. Donc voilà, je me répète un peu là, mais je trouve qu'ils deviennent de plus en plus agressifs pour qu'on en paye, pour demander de l'argent. Sachant que cet argent-là, nous, si vous payez, nous, on ne touche à rien du tout. Hein. C'est vraiment XWatt, l'hébergeur du site internet, qui va empocher l'argent en fait. Hein. Donc voilà, je tenais de clair là-dessus, nous, on n'a rien du tout.
Donc dessus sur le forum, qui est gratuit entre guillemets, parce qu'ils essayent de vous faire vendre, comment qu'on appelle ça, vous vendre une chose pour que vous puissiez plus avoir de pub. Faites ce que vous voulez, hein, mais bon, vous savez mon avis. Donc comme je disais, il est gratuit, je répète encore une fois. Donc si vous voulez parler d'un problème sur un télé LCD par exemple, vous cliquez dans la rubrique télé LCD, vous faites créer nouveau poste tout en haut à gauche, et ensuite vous mettez le titre que vous voulez et vous pouvez nous mettre des photos. Alors pour les photos, si elles sont trop lourdes, elles sont refusées. Donc si elles sont refusées, vous pouvez les redimensionner pour qu'elles fassent la moitié du poids, par exemple, pour qu'elles puissent convenir. Alors, je ne sais plus trop le poids maximum, mais je crois que c'est aux alentours de 2 mégaohms, je pense. Ouf, je suis un ohm. 2 mégaoctets, je veux dire. Ou un MO, un mégaoctet, je ne sais plus trop c'est quoi le poids, mais il faut que la photo soit très faible en poids. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à mettre la photo, sélectionnez le deuxième lien très important. Tout le monde sélectionne le premier lien qu'on leur donne, et en fait compte, nous, on ne peut rien voir du tout, la photo est toute petite. Donc prenez le deuxième lien. Dessus, sur le forum, tout ce que je vous dis, vous allez le retrouver dans les aides. Donc si vous ne comprenez pas ce que je vous dis ici dans la vidéo, vous pouvez toujours vous reporter à l'aide qui est fournie sur le forum. Ensuite, une fois que vous avez créé votre poste, nous, quand on se connecte, alors il y a Jean-Philippe, il y a moi, Triac à faire, il y a d'autres personnes, hein. On se connecte dans la journée et puis on essaye de répondre à tout le monde. Parfois, il se peut qu'un poste, on ne l'a pas vu parce que quand on fait nouveau sujet pour voir tous les posts qui ont été créés, il y a une page. Et il se peut que des fois, on en saute un sans le faire exprès. Et des fois, ça peut arriver qu'on ne réponde pas. Dans ces cas-là, vous relancez et puis nous, quand on voit le post, on répond, quoi. Il y a un chat. Donc ça, il y a peu de personnes qui l'utilisent, on est deux. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent dessus, qui mettent un message, 3 messages, et puis ils voient que personne s'est connecté, ils reviennent plus après. Donc nous, on dit bonjour, mais bon, si les personnes ne reviennent plus, ils ne voient pas le bonjour, quoi. C'est dommage. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir discuter comme ça sur un chat sans avoir à passer par des mises en ligne à chaque fois de nouveaux sujets, de poster une photo, d'attendre que la personne réponde, tout ça. Là, si on a un problème, par exemple mon multimètre, comment je le branche, fil rouge, fil noir, je ne sais pas où les mettre, et ben là on peut répondre directement sur le chat par exemple. C'est une idée. Après, vous pouvez poster tout un tas de questions, hein. On essaiera d'y répondre. Je profite encore aussi pour dire un grand merci à Jean-Philippe. Là, ça fait 3 vidéos de suite que je parle de lui, hein. Donc là, j'espère qu'il va être content. Si tu regardes la vidéo, mon pote, merci à toi. Ensuite, je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Comme d'habitude, soyez sages. Allez, salut, salut. Profitez bien de la vie quand même, hein. Faut profiter.